Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il est encore possible de mettre fin au sida d'ici 2030, c'est ce qu'a affirmé la semaine dernière l'ONU dans un rapport qui montre la voie à suivre dans le cadre des objectifs de développement durable adoptés en 2015. Botswana, l'Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe ont déjà atteint des objectifs dits 95-95-95. On va en parler dans cet entretien. 16 autres pays, dont 8 en Afrique subsaharienne, où vivent 65% des personnes séropositives, sont sur le point d'atteindre ce même objectif. Mettre fin au sida est l'occasion pour les dirigeants du monde de laisser un héritage aux nouvelles générations qui se souviendront que grâce à la mise en place de politiques efficaces et au déploiement des investissements nécessaires, il a été possible d'enrayer la pandémie la plus meurtrière au monde. Dans ce sens, l'ONU appelle à lutter contre les inégalités, soutenir les communautés et les organisations de la société civile dans la riposte et garantir un financement adéquat et durable dans le temps. Quel est le chemin à suivre pour mettre fin au sida d'ici 2030 ? Quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui ? Les dirigeants du monde sont-ils sur la bonne voie ? Nous allons essayer de répondre à ces questions ce soir avec notre invité. Donc, vous êtes Monsieur Houssine Rilani, vous êtes directeur pays de l'ONU-SIDA Maroc. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamnichi, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir sur le plateau. Alors, plaisir partagé. VIH, SIDA, est-ce que c'est la même chose ? De quoi s'agit-il exactement ? On va commencer par définir les termes, mais quelle est la différence entre les deux ? Premièrement, je vous remercie pour cette introduction qui reflète un peu le contenu du rapport qui a été publié la semaine dernière. Donc, une première définition de c'est quoi le VIH, comme vous le savez, donc c'est le virus de l'immunodéficience humaine qui est le responsable de la maladie du sida. Donc, c'est très différent. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise qui est le stade avancé de l'infection de VIH. Donc, il y a une grande différence. Le VIH, c'est le virus. Le sida, c'est la maladie. C'est les conséquences du VIH. Le sida, c'est les conséquences du VIH. Exactement. Donc, pour être plus précis, le VIH attaque le système immunitaire de notre corps. Quand il est attaqué, c'est ce système ce sont ce qu'on appelle les CD4 ou bien les lymphocytes T qui sont attaqués par le virus. Et à fur et à mesure dans le temps, ce dispositif immunologique de la personne s'affaiblit et la personne est objet de ce qu'on appelle les infections opportunistes. Et à un certain stade, la personne atteint le stade sida quand le nombre de CD4 forts est inférieur à 200, un pourcentage de 200. Très bien. Donc, selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, d'ici 2030, il y a possibilité d'éradiquer ce virus, peut-être, ou cette maladie. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est un objectif atteignable ? Est-ce que ce sont des objectifs réalisables selon vous ? Selon le rapport publié par l'ONU-SIDA la semaine dernière, le 13 juillet, c'est un rapport qui est optimiste et qui montre le chemin à suivre pour atteindre l'objectif d'élimination. C'est des conditions, il met des conditions pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Il donne des exemples de pays qui ont déjà atteint les 3 objectifs des 95, notamment les pays que vous avez cités, le Botswana, l'Estonie, la Tanzanie et d'autres pays, d'autres qui sont sur la voie d'atteindre cet objectif d'élimination. L'objectif, il est atteignable si on respecte, comme je dis, certaines conditions qui ont été citées dans le rapport. Et ces conditions sont en nombre de 4. Le premier, c'est un fort leadership, un engagement politique. Le deuxième, c'est une mobilisation de fonds, une mise à disposition de moyens pour lutter contre le VIH-Sida dans les pays. Le troisième, c'est la mobilisation de la communauté qui joue un rôle très important et des exemples sont très nombreux et qui appuient la riposte pour atteindre les populations les plus vulnérables, les populations qui ont besoin d'un appui sur le terrain. C'est la communauté qui apporte ce soutien, notamment les associations. Et bien sûr, le dernier et le plus important, c'est la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des populations les plus vulnérables au VIH. Et c'est un point important parce que ça freine certaines personnes malades qui n'osent pas finalement se révéler, peut-être.
Exactement. Il y a aussi la question de, comme vous le savez, le VIH, c'est une maladie, bien le VIH, le virus, il est stigmatisant et les populations, parfois, ils ont peur de la stigmatisation et ne s'orientent pas vers les services de soins. Et c'est dans ce cadre que l'ONU-SIDA, dans le cadre de la déclaration politique de 2021, qui a été ratifiée par l'ensemble des membres des Nations Unies et qui définit un cadre, une stratégie mondiale qui a été intitulée lutter contre les inégalités, lutter contre le sida, parce qu'un des grands problèmes qui se pose actuellement au niveau mondial, ce sont les inégalités. Et quand on parle d'inégalités, il y a la stigmatisation, il y a la discrimination et d'autres questions qui relèvent des droits humains. Et où en est le Maroc aujourd'hui au niveau de la situation épidémiologique? Le Maroc, la prévalence est très faible, elle est à 0,08%. Et le nombre de personnes sous ARV, il est à peu près 16 050 personnes sous ARV. Et en matière d'atteinte des objectifs d'élimination, le Maroc a déjà atteint le deuxième objectif, qui est la couverture des personnes vivant avec le VIH, et presque atteint le troisième, celui de la charge virale. Donc on est sur la bonne voie. Le Maroc, il est sur la bonne voie, mais il reste quand même beaucoup d'efforts à fournir en matière de mobilisation de fonds, mobilisation des acteurs communautaires, sachant que le Maroc est, je dirais, le seul pays de la région qui a pu réduire les nouvelles infections à peu près entre 2010 et 2022 de 50% dans toute la région MENA. Et oui, ça, c'est un indicateur très important des efforts qui sont déployés pour le Maroc pour lutter contre le VIH-Sida. Une réduction de 50%, effectivement, c'est un chiffre non négligeable. Exactement. Donc entre 2010 et 2022, le nombre de personnes sous traitement antirétroviral est passé de 7,7 millions, on parle dans le monde là, à 29,8 millions. C'est déjà un très bon pas en avant, mais est-ce que c'est un chiffre révélateur? Est-ce que c'est suffisant? Sur le laps de temps 2010-2022, est-ce que c'est suffisant? Ce sont des énormes efforts qui ont été fournis à l'échelle globale pour prendre en charge des personnes. Passer de 7 millions à peu près 30 millions, ça montre un peu l'effort qui a été fourni à l'échelle globale pour mettre à disposition les ARV. Les prix ont été réduits d'une manière très importante en introduisant les génériques et aussi la mobilisation de fonds au niveau international pour appuyer les pays dans les besoins, notamment les pays qui sont les plus touchés par cette problématique du VIH. Et n'oublions pas le rôle des médecins de prise en charge, les ministères et tout. C'est-à-dire il n'y a pas que le médicament, mais il y a tout le dispositif ressources humaines qui est déployé pour assurer cette prise en charge. Donc vous voyez un peu l'effort, c'est quand même très important, cet effort qui a été déployé dans différents pays à l'échelle globale. Cependant, statistiquement, il y a 2 tiers qui sont pris en charge. Les 30 millions, ça représente 2 tiers. Il reste quand même 1 tiers de personnes qui ne bénéficient pas encore des traitements ARV. Et là, il y a encore des efforts à fournir. Mais est-ce que ces personnes-là ne bénéficient pas du traitement à cause des prises en charge ou parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont infectées ou est-ce que parce qu'elles ont peur d'être justement stigmatisées? On parle de quoi exactement? Il y a un peu de tout ça. Donc parfois, c'est l'accès. Parfois des personnes qui se retrouvent, je parle à l'échelle globale. Absolument, oui. C'est parfois l'accès, parfois la disponibilité des médicaments dans certains pays. Il y a aussi la stigmatisation et la discrimination de la population vivant avec le VIH. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, qui fait qu'il y a une partie de la population des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, ne bénéficient pas des traitements. Il y a ce chiffre qui a été révélé, enfin ce constat, on va dire, qui a été révélé dans le rapport. En 2022, toutes les minutes, il y avait une personne qui perdait la vie à cause du VIH dans le monde. Exact. Donc, c'est un chiffre quand même qui est alarmant. Exactement. Quelle est la situation aujourd'hui en 2023? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à l'année dernière? Pour être plus précis, il y a 630 000 personnes en fin 2022 qui ont décédé à cause du sida. Et si on compare un peu à l'évolution de la maladie, dans les années 90 et 2000, c'était la première cause de mortalité à l'échelle globale. Actuellement, ce n'est plus la première cause de mortalité et il y a d'autres causes comme les problèmes cardiovasculaires, les cancers et d'autres. Le VIH n'est plus
comme avant, la première cause de mortalité, mais c'est quand même, il reste un nombre non négligeable de décès au Un sida. nombre non négligeable, mais est-ce que c'est parce que ces personnes-là n'étaient pas sous traitement? En général, c'est des personnes qui ont atteint le stade sida et qui n'ont pas pu bénéficier de traitement, sachant qu'avec le traitement, une personne vivant avec le VIH peut vivre normalement et mener une vie saine sans difficulté. Et l'espérance de vie des personnes sous traitement est comparable à une personne normale. Très bien, donc c'est une bonne chose finalement. Il faut juste suivre le traitement, être régulier. Exact. D'accord, très bien. Donc, autre chiffre, un peu plus de 9 millions de malades, dont 660 000 enfants séropositifs, donc ne sont pas sous traitement. Ce que le rapport nous informe, comme quoi un des défis importants, c'est la prise en charge des enfants, qui reste quand même un grand problème. Et les difficultés sont nombreuses, parce que parfois il y a des enfants qu'ils ont perdu leurs parents. Parfois c'est des enfants qui n'ont pas une couverture médicale. Et ça, c'est des situations je parle à l'échelle globale, pas le cas du Maroc, mais qui posent cette difficulté aux enfants. Et c'est pour cela qu'on a un taux de couverture des enfants relativement inférieur à ceux des adultes. Très bien. Donc revenons sur ces objectifs mondiaux. Les leaders se sont engagés à mettre fin au sida d'ici 2030. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Donc je vais revenir un peu les engagements. Donc en 2021, la communauté internationale a voté un engagement, une déclaration politique sur le VIH-Sida en juin 2021. Et un des objectifs de cet engagement, c'est d'atteindre l'objectif d'élimination de VIH à l'horizon de 2030, qui est mesuré par 3 indicateurs, les 3 95. 95 de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Et parmi cette population, 95% sont sous ARV. Donc, ce qui montre la force de prise en charge, l'impact de la prise en charge, la mobilisation des médicaments, des moyens humains pour prendre en charge cette population. Et le troisième, c'est 95% de cette communauté sous ARV a une charge virale négative, ce qui montre la qualité de la prise en charge. Donc, la communauté internationale a défini ces indicateurs pour évaluer l'avancement de la lutte contre le sida au niveau global. Donc, comme vous avez dans votre introduction, il y a pas mal de pays, il y a un nombre de 6, je pense, ou 5, qui ont déjà atteint les 3,95. Absolument. Et d'autres qui sont sur la bonne voie. Qu'est-ce qui a fait que ces pays-là ont réussi à finalement adopter ces 3 objectifs? Est-ce que c'est le fait que le sida était plus présent, peut-être, dans ces régions-là ou dans ces pays-là, et ce qui a fait que la mobilisation était plus intense? Il y a cet élément. Effectivement, les pays qui sont cités dans le rapport, et c'est les pays où il y avait une forte prévalence de VIH il y a quelques décennies, et ces pays se sont mobilisés et ont réussi à atteindre ces objectifs d'élimination. Et ces pays ont adopté, comme j'ai expliqué au début, une approche à 4 dimensions. La première, c'est l'engagement politique, un leadership politique au niveau du pays. Le deuxième, c'est la mobilisation des moyens financiers, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau international. Le troisième élément qui est très important, c'est de disposer d'un système de collecte d'informations capable de mesurer l'avancement de la mise en œuvre des stratégies nationales. Un autre élément non négligeable qui est très important, c'est la mobilisation de la communauté et de secteurs associatifs pour appuyer la riposte au niveau national. Et l'ONU-SIDA, il joue un rôle important pour la mobilisation de la communauté au niveau des pays et le renforcement des capacités de ces acteurs pour qu'ils puissent jouer leur rôle dans la lutte contre le sida au niveau des pays. Et bien sûr, le dernier point très important, et qui est le renforcement des droits humains, la lutte contre la stigmatisation, qui est cité dans la stratégie mondiale comme un des obstacles les plus importants qui freinent l'élimination de VIH-Sida à l'échelle globale. Donc il faut que ces 3 conditions soient réunies: engagement, financement, travail collectif et mobilisation, et lutte contre la stigmatisation. Donc si tous les pays travaillent dans ce sens, d'ici 7 ans, on peut éradiquer le VIH? C'est l'espoir que le rapport nous donne. Et il dit que c'est pas, les moyens sont disponibles, que ce soit en matière de prévention, de prise en charge. Ce qui reste, c'est des choix.
C'est-à-dire, en matière de technologie, on dispose de tous les moyens de prévention, de prise en charge. Et ce qui reste, c'est les choix politiques. Donc les choix, c'est-à-dire l'engagement. L'engagement, exactement. Absolument. Du côté du financement, ce rapport nous apprend que les investissements dans la lutte contre le VIH en 2022 étaient inférieurs aux années précédentes. Donc, que pouvez-vous dire sur ce constat? La stratégie de l'ONU-SIDA a estimé qu'il fallait 29 milliards à peu près par année pour pouvoir atteindre les objectifs d'élimination à la fin de 2030. Malheureusement... Et c'est 20 milliards de dollars qui sont investis pour le moment, à peu près. 20 milliards, exactement. Donc, on a un déficit à peu près de 8 milliards, 10 milliards à peu près. Et le constat, c'est qu'on a régressé par rapport à 2021. Donc, on a baissé à peu près de 2,6%. Donc, il y a encore des efforts à fournir pour pouvoir atteindre cet objectif de mobilisation de fonds et répondre à la stratégie mondiale de lutte contre le sida. Et comment justement booster ces financements et que fait l'ONU-SIDA pour accompagner cette démarche? L'ONU-SIDA est un acteur mondial qui mène la lutte à l'échelle globale de la lutte contre le sida. Il appuie les pays dans la mobilisation des moyens financiers, que ce soit auprès du Fonds mondial, auprès de PEPFAR et d'autres acteurs internationaux. Et bien sûr, sans oublier les autres agences des Nations Unies qui co-sponsorent l'ONU-SIDA. Et cette fonction de mobilisation de fonds est très importante. Et l'ONU-SIDA aussi appuie les acteurs locaux pour mobiliser des fonds, notamment dans le cadre associatif et aussi d'autres acteurs de lutte contre le sida, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau global. Et quels sont les savoir-faire finalement et les conclusions qu'on doit tirer de ce rapport qui a été publié la semaine dernière? Moi, ce que je retiens comme orientation stratégique, premièrement, c'est l'engagement politique. Il nous reste une fenêtre de 7 années pour atteindre cet objectif. Et comme vous avez dit au début, garder pour les générations comme quoi on a éliminé cette épidémie de VIH qui dure pratiquement, ça fait 41 ans, qui a touché jusqu'à présent à peu près 80 millions de personnes. Donc un message d'espoir pour les jeunes et les futures générations. Exactement. Et aussi la question de mobilisation de fonds pour pouvoir répondre à la riposte nationale, à la riposte mondiale VIH-Sida, la mobilisation de la communauté et aussi des acteurs associatifs, et bien sûr le renforcement des droits humains et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de mesures qui sont mises en place au Maroc? Le Maroc Comment se place-t-il? Le Maroc, je dirais, comme j'ai expliqué au début, le Maroc a déjà atteint le deuxième objectif de couverture des personnes de 95. On est à 95%. En matière de personnes avec une charge virale négative, c'est 93%. Donc, on n'est pas loin de le deuxième objectif. Pour le premier objectif qui nécessite des moyens de mobilisation des acteurs pour le renforcement de connaissance du statut chez les personnes vivant avec le VIH, le Maroc dispose d'une stratégie qui vient de valider et qui vise à renforcer, à diversifier et à mobiliser les acteurs associatifs, aussi d'autres acteurs, que ce soit le privé ou d'autres acteurs, pour pouvoir atteindre cet objectif, de connaissance de statut à la fin de 2030, Inch'Allah. Et au niveau de la sensibilisation au Maroc, est-ce que vous pensez que la population, les citoyens sont assez sensibilisés sur la question? C'est une question très importante. On a un effet de génération et la sensibilisation ne doit jamais s'arrêter. Il faut qu'elle continue à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des médias sociaux qui jouent un rôle très important. Donc les acteurs d'information doivent jouer un rôle très important de sensibilisation et de prévention auprès des populations, que ce soit jeunes, moins jeunes et adultes aussi. Absolument. Et revenons donc à ce rapport. Qu'est-ce qu'il nous enseigne sur le cadre juridique?
à l'échelle... Sur le cadre juridique et sur à l'échelle internationale, parce que c'est un rapport qui est mondial. Ce qui est recommandé... Et sur des politiques favorables à mettre en place de manière urgente. Ce qui est recommandé, c'est que de renforcer les droits des personnes à l'accès aux soins. Quelles que soient les conditions juridiques, la priorité, il faut la donner à ce que les populations puissent avoir accès aux soins et à la prise en charge, quelles que soient les conditions juridiques dans ces pays. C'est ça la priorité qui est recommandée dans ce rapport. Bien sûr, on sait que les lois punitives sont toujours un obstacle à l'accès à ces populations. Donc le rapport rappelle aux pays de travailler sur ces questions pour que les populations vulnérables puissent avoir accès aux soins et bénéficier des droits en matière de santé et de bien-être. Donc une égalité en termes d'accès aux soins au niveau mondial. Exactement. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Un dernier mot, si vous avez un message à transmettre, vu la cause, l'ampleur de la cause, quel serait le message que vous voudriez véhiculer aux téléspectateurs ce soir? Moi, c'est quelque chose Je pense que la question de l'éducation, elle est fondamentale. Et les futures générations, elles doivent être sensibilisées, éduquées et informées sur cette problématique. Parce que ce qu'on souhaite au-delà de 2030, c'est d'avoir une génération et des pays qui sont, où on ne parle plus de VIH comme étant une problématique de santé publique. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Hossein El-Ghilani. Je rappelle que vous êtes directeur pays de l'ONU-SIDA Maroc. Merci. Merci à vous aussi. Pour votre prestation de qualité ce soir et toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.